vous a donné, avec le président stupide, on vous a donné 350 milliards de dollars. On vous a donné des équipements et du matériel militaire. Vous vous êtes servi de notre équipement. Si vous n'aviez pas notre équipement militaire, cette guerre aurait été finie en une quinzaine de jours. Bon, Ludmila Totela, là les gestes parlent d'eux-mêmes. On voit Donald Trump qui pose sa main sur l'épaule de Volodymyr Zelensky, le poussant un peu. Là, il y a vraiment ils sont au summum de leur énervement. Chacun essaie de se contenir. Volodymyr Zelensky essaye et y parvient. Je pense que Donald Trump aussi se contient, parce que je pense que Donald Trump est bien pire quand il ne se contient pas. Mais et là, on parle véritablement du montant de l'aide. Et Donald Trump ne donne pas les bons chiffres, une fois de plus. Une fois de plus, il a parlé de chiffres qui étaient c'est pour ça que Volodymyr Zelensky n'est pas d'accord. C'est pour ça aussi que parce que Volodymyr Zelensky il était en face de mensonges qui continuaient et continuaient et continuaient. C'est très difficile de rester bouche bée en tant que président de se taire, de subir quand tu es en face de quelque chose comme ça. C'est une chose. Effectivement, il y avait des mensonges que, par exemple, on n'a pas dit merci au peuple américain et aussi sur les sommes d'argent. Après, encore une fois, on est dans la rhétorique de Trump et de Vance vers son propre électorat. Ça, c'est très clair. Ce qui est très clair aussi, c'est que Trump, il a une vraie volonté de pousser l'Ukraine vers la capitulation. Vers la capitulation. C'est vers la capitulation. C'est ce qu'il veut. C'est parce que. Mais pourquoi? Pour simplifier les choses? Parce que c'est plus pratique pour lui. Parce qu'il veut passer au business. Et c'est ce qu'il a promis à Poutine. Et c'est ce qu'il veut faire. Il veut quand même. Vous pensez qu'il a promis ça à Vladimir Poutine lors de leur conversation téléphonique? Écoutez, il a déjà promis les investissements en Russie. Il a déjà promis pas mal de choses. Après, les promesses, c'est une chose, mais aussi... Oui, les investissements côté ukrainien, côté russe, finalement, peu importe. Ce qu'il veut, c'est des investissements. Il dit même, je vais dans votre sens, pardon, il dit même, mais la sécurité, c'est 2%. Justement. 2%. C'est-à-dire qu'il estime que arrêter la guerre, donc déployer ce qu'il faut, on sait tous qu'il faudrait déployer énormément de soldats, c'est 2% du problème. Il n'a aucun intérêt, il ne veut qu'une capitulation de l'Ukraine pour pouvoir faire du business. Et justement, pour ça, on parle maintenant que toute aide va être arrêtée, c'est-à-dire les renseignements militaires. C'est-à-dire, ces renseignements militaires sont très importants parce que même pour les alertes aériennes, pour récupérage des données qui sont très sensibles, qui, en fait, par exemple, les missiles qui visent les populations, les villes entières, c'est ça dont il s'agit. Alors, ce qu'il veut faire, il veut pousser Zelensky à capituler parce qu'il pense, Trump, sincèrement, que l'Europe ne va pas être capable de se décider d'y aller et de remplacer ou faire un pas dont on a parlé là aujourd'hui, et que Zelensky va être de retour, humilié devant lui, en disant « Ok, je vais prendre cet accord-là ». C'est ça sur quoi il pose vraiment ses cartes. Et moi, je voudrais, dans ma vision un peu positive et optimiste, croire qu'à ce moment-là, l'Europe, c'est le final wake-up call, vraiment. C'est le réveil, dernier réveil. Voilà. Alors, en matière de couper les vivres, à la limite, je dirais, c'est pas les obus, les missiles le plus important. C'est quoi, c'est renseignements? Oui, bien sûr, renseignements et Starlink. Parce que Starlink, c'est la capacité de commander, de coordonner, d'intercepter, qui a permis de guider les drones, etc. C'est tous les guidages GPS, c'est tout ça. Et puis le renseignement, s'il n'y a plus le renseignement américain, ils auront encore le renseignement européen, mais ils ont le renseignement le plus puissant du monde avec les satellites, etc. Donc, et s'ils n'ont plus le renseignement, ça va leur poser un très très gros problème. Et il suffit de couper ça. Et Musk, il peut le couper demain matin. Il dit Starlink, terminé. Et s'il le laisse aux Russes et qu'il le coupe aux Ukrainiens, vous allez voir ce que ça va faire. Parce que Starlink avait été vu, enfin quand Musk a amené Starlink en Ukraine, ça a été vu au tout début de l'invasion russe, ça a été vu par les Ukrainiens comme un gigantesque geste généreux, c'est-à-dire que Musk a permis à l'armée ukrainienne de tout simplement de pouvoir communiquer entre elles depuis un poste de commandement jusqu'à un état-major. Enfin, ça a été absolument essentiel. Et comme le disait le général Richoux à l'instant, là, si Musk, pour l'instant, n'est pas trop intervenu dans cette histoire, mais s'il coupe le bouton, pendant la conférence de presse, mais il n'est pas intervenu sur Starlink, mais il coupe là ce soir le bouton de Starlink sur l'Ukraine, une partie de l'armée ukrainienne est aveugle. Justement, et le renseignement aussi. Écoutons ce qu'a dit Volodymyr Zelensky hier sur Fox News au propos de la nécessité du soutien américain. L'Ukraine peut-elle gagner cette guerre ou repousser la Russie sans le soutien continu des États-Unis ?
Ce sera difficile pour nous. C'est pourquoi je suis ici. C'est pourquoi nous parlons des futures négociations. Ce sera difficile sans votre soutien. Mais nous ne pouvons pas perdre nos valeurs, notre peuple. Nous ne pouvons pas perdre notre liberté. N'importe quelle condition. Sylvie Bermann, là, on voit... Donc ça, je rappelle que cette interview a eu lieu quelques heures après l'altercation à la Maison-Blanche. Tout le monde se posait la question si Volodymyr Zelensky allait maintenir cette interview, s'il allait avoir le courage d'aller à Fox News, qui est quand même une télévision qui soutient le président Trump. Et il l'a fait. On voit bien dans sa gestuelle qu'il essaye de continuer à faire passer ce message essentiel, à savoir que finalement, au moins, il a le mérite de le dire, sans le soutien des États-Unis, eh bien, ça n'ira pas. Non, tout à fait, il ne peut pas dire le contraire. Effectivement, il a fait ce choix d'aller devant Fox News. Il y a eu une période un petit peu de cooling off. Oui, il a eu un sas. Un sas où on s'apaise un petit peu. Et l'intérêt de l'Ukraine, c'est de rappeler qu'effectivement, c'est impossible de continuer sans un soutien américain. Et à l'avenir, ça pose toujours le problème des garanties de sécurité. On y revient toujours, Aurélien Duchesne. Oui, alors techniquement, les Ukrainiens ont un peu réduit leur dépendance au matériel américain, de la même manière qu'ils ont porté de 25% à plus de 40% la part domestique, c'est-à-dire produite en Ukraine de leurs armements. Il y a aussi une moindre dépendance aux Américains sur tout ce qui est l'épaisseur, c'est-à-dire la capacité à durer dans le temps. Sur les munitions, par exemple, vous avez l'initiative portée par la Tchéquie qui a permis de trouver 1,5 million d'obus coup complet au standard OTAN pour l'Ukraine. C'est le genre d'initiative qui ont fait gagner beaucoup de temps à l'Ukraine. Cela dit, si dans les 6 mois, au bout de 6 mois, les Ukrainiens commenceraient à avoir des gros problèmes dans tout ce qui est, par exemple, le MCO, c'est-à-dire maintien en condition opérationnelle des blindés que leur ont livrés les Américains. Et la dernière chose, et le gros problème au fond pour l'Europe, c'est que jusqu'ici, on est, comme le disait le général tout à l'heure, en flux tendu. Si par exemple demain, les Français et les Britanniques doivent remplacer les missiles longue portée américains par des missiles Scalp et Storm Shadow, on en a quelques dizaines seulement à livrer. On a encore de gros stocks de missiles RR, parce que ça fait très très longtemps que la France, le Royaume-Uni, n'ont pas été engagés dans du combat aérien. Oui, mais on les garde. Et on a moins de missiles sol-air. Et dernière chose, les chars, nous on a 200 chars. Attendez. Les Américains en ont plus de 4000. Donc nous on commence à être à court sur les gros équipements. Oui. Mais justement, si, Lucas Manger, si les États-Unis, imaginons, stoppaient leur aide en renseignement, eh bien, est-ce que ça aurait un impact quand même sur le rythme de la défaite? Il faut oser prononcer le mot de la défaite ukrainienne. Est-ce que ça amènerait l'Ukraine à une reddition? Non, moi, je prononcerai pas ce mot, ni reddition, ni défaite, parce que les Ukrainiens ont montré une capacité absolument incroyable de résistance. Mais écoutez Zelensky quand il parle. Oui, non, mais j'entends Zelensky, et son honnêteté l'honore, surtout sur le plateau de Fox, après ce qui vient de se prendre. Mais la réalité, et on l'a vu au début de la guerre, avant que les Américains ne commencent à aider, avant que tout ce renseignement se mette en place, les guerres ne se gagnent pas qu'au nombre d'obus. Je parle sous le contrôle d'un général, mais les guerres se gagnent aussi par la confiance d'un peuple, la résistance dont il est capable. Évidemment que ça serait extrêmement compliqué et que la Russie en profiterait pour avancer probablement à toute vitesse. Mais on ne peut absolument pas corréler la fin de l'aide américaine à une défaite ukrainienne immédiatement. Et encore une fois, c'est ça qui se joue dans les 24-48 heures qui viennent dans les discussions européennes. C'est d'anticiper la probable fin de l'arrêt militaire américain à l'Ukraine et d'être en capacité, avec toutes les réserves que Corélien vient de citer. Mais donc il y a une espèce de moment de transition, de tuilage qui va être extrêmement complexe et dangereux pour les Ukrainiens. Mais moi, je parlerai pas de... Pour être plus précis, Général Richoux, je vous ferai commenter après. Écoutons, je vais vous lire ce qu'a dit la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, sur Fox News hier. C'est-à-dire, elle est très claire. Nous n'allons plus nous contenter de signer des chèques en blanc pour une guerre dans un pays très lointain, sans perspective de paix réelle et durable. Alors là, quand même, Ludmila Toteva, tout y est. Alors, il faut déjà rappeler, sur les 120 milliards qui étaient donnés à l'Ukraine, les 65 milliards qui étaient de l'aide militaire. De ces 65 milliards, 58 sont restés dans les États-Unis.
parce que c'est allé directement dans l'industrie de défense américaine. Je suis désolée, mais là, les Américains, ils sont en train de perdre un peu aussi leur intérêt économique, parce que c'est leur industrie de défense qui est ravitaillée énormément aussi, était ravitaillée par cette aide à l'Ukraine. Ça, c'est une chose. Autre chose, chèque blanc. Déjà, il faut dire qu'il y a les commissions qui étaient mises en place, d'audit sur comment ces fonds sont implémentés en Ukraine. Effectivement, qu'ils voudraient faire une audit ou bien une sorte de monitoring un peu plus strict, ça se comprend, c'est normal, c'est leur argent. Mais sauf qu'il ne faut pas non plus oublier, encore une fois, que presque l'entièreté de l'argent qui était donné pour les aides, comme aide militaire à l'Ukraine est restée aux États-Unis, dans les industriels militaires. Alors, on se rend compte quand même, en analysant les images qui ont été diffusées hier, en réécoutant les propos, que le moment où il y a eu cette irritation au plus haut point de tout le monde, c'est parce que Trump a l'air d'estimer que Volodymyr Zelensky se met sur son chemin pour parvenir à la paix. En fait, Trump estime que Volodymyr Zelensky est un obstacle à la paix. Il voudrait, lui, Trump, y aller tout seul et y aller rapidement. Et Zelensky est un problème. Et la personnification de ce problème, hier, a provoqué la montée, si je puis dire, des deux partis. Alors, je partage avec vous ce que Donald Trump s'est empressé de tweeter sur son réseau Truth Social, juste après avoir congédié le président ukrainien de la Maison-Blanche. Il a dit « Zelensky n'est pas prêt pour la paix si les États-Unis sont impliqués ». Et il a poursuivi « Zelensky a manqué de respect aux États-Unis d'Amérique, dans leur cher bureau ovale, qu'ils reviennent quand il sera prêt pour la paix ». Donc, Sylvie Berman, comment on peut comprendre ça ? C'est-à-dire que, véritablement, on a l'impression que Donald Trump n'arrive pas à concevoir que Zelensky souhaite la paix comme lui. Non, enfin tout à fait. Une des premières phrases en fait qui est sortie du bureau ovale, qui a été rendue publique avant qu'on ne voit les images, c'est Volodymyr Zelensky refuse tout compromis avec Vladimir Poutine. Et je pense que aussi le problème est né de là. Pourquoi ? Parce que Donald Trump veut un accord le plus rapidement possible et effectivement à des conditions qui ne sont pas nécessairement les plus favorables pour l'Ukraine. Et donc Volodymyr Zelensky s'y est opposé et donc il dit il n'est pas prêt pour la paix. Et d'ailleurs, ce qui a obligé Volodymyr Zelensky, lors de ses tweets ou de ses interviews, de rappeler que personne plus que lui ne souhaitait la paix. Oui, mais alors, comment Trump peut-il accuser Volodymyr Zelensky de saper les efforts pour obtenir la paix ? Et très facilement, parce que pour Trump... Oui, ça a l'air facile pour lui, ça c'est vrai. Pour lui, c'est très facile déjà d'accuser l'autre d'être un dictateur. Mais après, il avait oublié qu'il l'avait dit. Hein. Oui, il avait oublié qu'il l'avait dit. Mais il a dit next question, on passe à autre chose. Le problème, c'est qu'il propose une paix et il veut que cette paix soit acceptée, Trump. Si ce plan de paix, c'est-à-dire vraiment une reddition ukrainienne un peu, il n'est pas accepté, voilà, il ne va jamais vouloir voir président Zelensky dans son cabinet. Voilà. C'est vraiment ça. Il fait un ultimatum à Zelensky. Soit tu prends ça, soit tu n'as rien. Ah on va l'écouter, l'ultimatum. Vous me l'enlevez de la bouche, si je puis dire, Ludmilla. C'est Trump qui l'a dit hier, à la fin de cette conversation houleuse. On l'écoute. Je ne pense pas que vous seriez un dur sans les États-Unis, et votre peuple est très courageux. Mais soit vous concluez un accord, soit nous vous laissons tomber. Et si nous nous retirons, vous allez en découdre. Je ne pense pas que ça soit joli. Mais vous vous battrez, mais vous n'avez même pas les cartes en main. Aurélien Duchesne, là, franchement, si on pouvait résumer tout ce qui s'est dit entre Trump et Zelensky à ça, là, vraiment, il est dans le fond de sa pensée, Donald Trump. C'est-à-dire, vous n'avez pas les cartes en main, il lui dit. Oui, alors Zelensky a peut-être plus de cartes en main que n'en avait Churchill en 40, quand par exemple il essayait d'aller à Canossa auprès des Américains pour avoir plus d'aide, justement. Cela dit, oui, on a tout un résumé de la philosophie trumpienne. Dans ces mots-là. On a un accord de paix, ou ceasefire, ou un cessez-le-feu. C'est l'idée que lui, il a un timing à lui qui est un timing de se débarrasser de ce qu'il considère comme une guerre de la présidence Biden, alors que Zelensky a beau jeu de dire une autre chose, qui est qu'aujourd'hui, il y a un consensus qui est quand même que la Russie, par exemple, commencera à être à court d'équipements soviétiques, de chars, de blindés qu'elle consomme en masse d'ici 2026,
Son économie de guerre montre des signes de surchauffe de l'aveu même de la gouverneure de la Banque centrale russe. Donc le problème, c'est que la principale carte, au fond, qu'a Zelensky, c'est que le temps ne joue plus autant pour Poutine qu'avant. Et Trump, évidemment, n'entend pas ça. Et ce que lui veut imposer, c'est son timing de politique à lui. Et décrédibiliser complètement. La Russie a quand même un peu de temps devant elle, alors que l'Ukraine est quand même dans une situation qui est difficile sur le plan économique également, sur le plan militaire et sur le front. Précisez votre pensée, Aurélien. Ça fait depuis 2 ans que je suis parmi les plus pessimistes depuis le début pour l'Ukraine et sur le fait que la Russie est systématiquement sous-estimée. Et je disais ça même avant qu'il y ait cette guerre. Cela dit, honnêtement, tout ce qu'on voit en termes d'attrition des matériels soviétiques montre une chose, c'est qu'ils ne seraient pas capables de maintenir le rythme actuel de leur perte sur le front. Après, sur l'économie, l'équation est plus complexe. Alors, Nicolas Richaud, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Comme Sylvie Berman, je pense qu'on sous-estime la capacité de résilience des Russes en matière économique. C'est un poison lent, les sanctions, etc. Mais ça fait un effet qui n'est pas, encore une fois, l'effet des sanctions économiques n'est pas le tempo de celui de la guerre. Donc, par exemple, ils se sont fait détruire beaucoup d'artillerie, ils font venir des obusiers de Corée du Nord. Il se passe des choses. Ils n'ont pas assez d'obus, ils font venir 3-4 millions d'obus de Corée du Nord. Ensuite, ils sont quand même assis sur un tas de ressources naturelles qui leur permet de faire un certain nombre de choses. Il n'y a pas simplement que le stock des vieux matériels soviétiques. Donc je crois qu'ils vont s'épuiser, mais quand on nous disait c'est 2025, maintenant on nous dit c'est 2026, moi je vous dis qu'en 2026, ils seront toujours là. Parce que c'est-à-dire, vous avez cru à quoi, vous, Aurélien Duchesne ? J'écrivais avant que cette guerre, par exemple, qu'on sous-estimait totalement les capacités de la Russie à tenir et que, par exemple, ce serait plutôt 2026-2027 qu'ils auraient épuisé leur parc d'équipement. Je creuse d'ailleurs cela dans mon livre. Simplement, c'est là aujourd'hui qu'on voit, par exemple, côté russe, de leur propre aveu, que les sanctions commencent à faire mal et qu'au niveau de la production industrielle, ils atteignent un plateau. Donc oui, ça fait depuis 2 ans que beaucoup, j'en ai pas fait partie d'ailleurs, ont péché par optimisme sur notre capacité à casser l'effort de guerre russe, mais c'est l'aveu des Russes eux-mêmes du fait qu'ils commencent à être un peu au bout du rouleau, à horizon 1 an, voire 2 maximum. Bon, en tout cas, Volodymyr Zelensky, hier, a eu le courage, on peut le dire, d'aller face à un journaliste de Fox News pour répondre à des questions et continuer à passer son message, c'est-à-dire justement le message qu'il n'a pas réussi à faire passer devant le président Trump. Et voilà ce qu'il a dit à propos du fait de continuer à être partenaire des États-Unis. C'est une citation, je n'ai pas de son, donc c'est moi qui vais vous le dire. On est des partenaires proches, dit Zelensky, donc nous, l'Ukraine et les Américains. Ce genre de dispute n'est pas bon pour les 2 parties, Ludmila Toteva. Et en fait, aussi, en répondant à la question, est-ce que vous pensez que c'est irréconciliable, en fait, ou est-ce que c'est très très grave ce qui vient de se passer ? Il a dit que, je résume, je crois que l'amitié et les relations entre le peuple américain et ukrainien va au-delà de ce qui vient de se passer avec le président Trump. Et il n'a pas tort, parce que si vous regardez au niveau des opinions publiques aux États-Unis, même ceux qui soutiennent Trump, pas l'entièreté, mais quand même, ils sont aussi très, très scandalisés par ce qui vient de se passer. Il y a beaucoup de soutien au niveau américain, des peuples américains vers l'Ukraine. Et il y a toujours, d'ailleurs, les négociations, les échanges qui continuaient le lendemain entre l'équipe ukrainienne et, par exemple, les sénateurs ou d'autres représentants du Congrès. Alors, pour dire, Trump, il n'est pas tout dans les États-Unis. Il voudrait l'être, mais il n'est pas tout. Pour le moment, il est le président. Oui, mais c'est pas que le président qui décide sur des choses. Je veux dire que si on revient vers la question, est-ce que entre l'Ukraine et les États-Unis c'est terminé ? Non, ça n'est pas terminé. Ça, c'est le message très clair que vous portez ce soir. Lucas Manger, sur cette concurrence aussi nauséabonde que crée Donald Trump sur celui qui est le premier à arriver à la paix. Mais parce qu'encore une fois, Trump ne cherche la paix pour un objectif interne, c'est-à-dire qui lui est propre, et qui est interne à la politique américaine, c'est-à-dire aller vite parce que dans 2 ans il y a des midterms et qu'il faut qu'il puisse avoir montré qu'il est ce grand faiseur de paix et qui se préoccupe avant tout, comme on dit souvent, c'est le shérif qui est de retour en ville, il se préoccupe de la sécurité des Américains parce que par exemple aujourd'hui, après ce moment ukrainien, on va dire, les États-Unis ont renforcé les patrouilles militaires le long de la frontière avec le Mexique. Tout ça, c'est un ensemble. Il va extrêmement vite. C'est 2 annonces par jour pour essayer de montrer qu'il est omniprésent surtout. Mais
Regardez, on voit sur le bandeau qui est en dessous de nous des images depuis tout à l'heure tourner Justin Trudeau, le Canadien, sera présent à Londres demain. Tout à fait. Mais ça veut dire que quand même que ce qui se passe en Amérique du Nord préoccupe. Parce que quand Trump dit qu'il veut que le Canada devienne un 51e État américain, il rigole pas du tout. Hein. C'est comme ce qu'il a fait hier, c'est qu'il dit mais attendez, c'est la sphère d'influence américaine selon Trump. Qu'est-ce qu'il fait Trudeau là ? Il va avec des Européens à Londres demain. C'est-à-dire que c'est se raccrocher à un autre, essayer de se raccrocher à une autre tournure des événements, on va dire, pour le dire simplement, que quelques Européens essayent de créer en ce moment. C'est pas rien ce qui se passe. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a une sorte de sidération et que d'ailleurs on est tous surpris par l'atonie politique américaine parce qu'il y a un effet de choc. C'est-à-dire que Trump parle très fort. À la place de tout le monde. Mais ça va pas forcément durer 4 ans comme ça.